Bonjour à tout le monde. Donc, cet atelier commence à être enregistré. Merci à toutes et tous d'être nombreux présents aujourd'hui pour ce bel atelier sur le thème du numérique responsable et grosso modo leurs usages. En attendant que l'ensemble des participants s'enregistrent et arrivent, je vais vous parler rapidement des deux prochains ateliers qu'on aura d'ici fin d'année. Le prochain est sur le thème, grosso modo, des achats responsables. Depuis bientôt un an, Positive Workplace a créé un outil qui permet à des grands donneurs d'ordre de pouvoir suivre et évaluer leurs partenaires fournisseurs. Donc, on a la chance aujourd'hui, en tant que Positive Workplace, d'être en relation avec des marques du monde entier, ce qui facilite aussi la visibilité du label à l'échelle internationale. Et on aura l'occasion le jeudi 17 novembre prochain de pouvoir organiser un atelier de retour d'expérience et d'explication de pourquoi ce projet-là, qu'est-ce qu'on va faire de ces sujets et en quoi c'est si important aujourd'hui quand on est un e-commerçant. Dans un deuxième temps, très dans le thème actuel, on a la chance de pouvoir organiser avec Julien Pierre, pour les aficionados de rugby. Julien Pierre est un grand joueur, était un grand joueur puisque maintenant il est à la retraite, mais de rugby. Et depuis bientôt 3 ans, il a lancé le label Fair Play for Planet, qui est un label RSE dédié au sport. Et nous aurons l'occasion, 2 jours avant la finale de la Coupe du Monde, de pouvoir échanger avec Julien Pierre. Et a priori, l'Olympique Lyonnais sera présent. On ne sait pas encore qui dans l'Olympique Lyonnais, mais viendra témoigner aussi parce que l'Olympique Lyonnais est labellisé Fair Play for Planet. Donc, ce sera un débat extrêmement intéressant qui sortira un peu des sentiers battus conventionnels de la RSE. Mais vous verrez qu'on sera vraiment au moment où tout le monde en parlera. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire à ce prochain atelier. Il y a déjà eu beaucoup d'inscriptions. Dans tous les cas, sachez que vous allez recevoir le PowerPoint présent aujourd'hui, donc le support, pas besoin de faire de capture d'écran ni de prendre de notes, vous pouvez tout simplement suivre l'atelier. N'hésitez pas à vous poser vos questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre soit en temps réel si on pense que c'est efficace et rapide, soit de toute façon on aura une phase de questions-réponses à la fin de cet atelier. Je vous propose qu'on démarre justement. Et puis, tu peux passer au slide suivant si tu veux bien, Thomas. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est éco-conception numérique, le vrai du faux, un sujet passionnant, un sujet qui est devenu central depuis le Covid et un sujet qui devient de plus en plus mature. Il faut savoir qu'il y a très peu d'écrits, très peu de statistiques, de données qui sont fiables sur ce sujet-là. Frédéric Bordage a fait partie des pionniers sur ces sujets-là et puis d'autres ont pris le pas. Ça reste encore un sujet très d'actualité et très finalement récent à l'échelle de la planète. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir aborder plein de sujets passionnants avec nos intervenants. On va présenter justement, si je peux passer au slide suivant. Hop. Voilà. Alors, effectivement, désolé, on fait en même temps l'intégration. Je vais laisser Julien se présenter, puis Olivier et Pierre, dans le sens. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Charles-Henri, pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Julien Deromo. Je suis le fondateur d'une agence de communication qui fait des sites Internet, des sites WordPress qui est à Lyon. On est labellisé Positive Workplace depuis 2 ans. Et du coup, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc, moi, je vais vous présenter la partie des sites éco-conçus. Bonjour à tous, moi c'est Olivier Jandel, je suis directeur des opérations chez Exomind. On est une ESN, fusion entre l'agence IT et le cabinet de conseil, et je suis responsable donc du centre de services où on développe principalement des applications mobiles natives pour des clients grands comptes. Et puis moi, je suis donc Pierre Pluviot, je suis le dirigeant de l'entreprise Data Campus, un hébergeur indépendant et engagé basé au Futuroscope en France, et aussi premier hébergeur société à mission et en cours de labellisation avec Positive Workplace. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On va avoir des débats extrêmement intéressants. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur le sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le site web en lui-même, comment l'éco-concevoir, le vrai du faux, justement. Julien est assez attaché à ces sujets-là. Ensuite, on va voir la partie plus applicative, notamment mobile avec Exomind. Et puis, on
On terminera avec Data Campus. Je sais que Pierre est un passionné, donc l'enjeu de la réunion de ce matin, c'est d'arriver à tenir le timing avec Pierre. Mais franchement, vous allez voir, on va s'éclater. Et puis, on terminera rapidement sur nos dernières actus. C'est parti, je laisse mon cher acolyte Thomas introduire le thème. Bonjour, merci à tous d'être ici. Je vais introduire le thème rapidement du coup parce qu'effectivement c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à balayer. L'éco-conception numérique, c'est un sujet qui nous tenait à cœur. C'est vraiment une nouvelle manière de penser les sites, les applications, les services et les produits numériques dans leur ensemble. Alors, on parle beaucoup de la pollution du numérique. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près entre 4 et 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, un peu plus 6% je crois pour l'électricité. Voilà, donc c'est pourtant des services numériques qui de base sont souvent perçus comme ayant un impact plutôt positif, en tout cas avant, par l'environnement, notamment par le biais de la dématérialisation. Mais bon, l'utilisation de tous ces services numériques, que ce soit au niveau de la conception, de l'utilisation, ça peut avoir des incidences négatives sur l'environnement, notamment déjà au niveau des consommations d'énergie, au niveau des consommations de ressources pas renouvelables, et puis au niveau également très important de la production de déchets. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 2/3 de la pollution du numérique qui est uniquement liée en fait, à la production des devices et à l'obsolescence programmée, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on voit à peu près la partie numérique du bilan carbone. Vous voyez qu'il y a environ 15% qui vient directement des data centers. Hein. Pierre pourra vous en parler avec beaucoup de passion tout à l'heure, parce que nos données mobiles elles sont traitées dans des data centers et c'est des infrastructures qui consomment énormément d'électricité, d'énergie plutôt pour fonctionner. Et donc voilà, l'idée c'est quand même de prioriser des centres en France où on a un mix électrique qui est faiblement carboné. On ne va pas rentrer dans le débat du nucléaire, mais en tout cas, ça engendre moins d'émissions de CO2. Il y a les infrastructures, donc le réseau qui consomme en construction et en réparation. Voilà. À noter toutefois que le Wi-Fi consomme encore 20 fois moins de consommateurs d'énergie que la 4G. Et c'est ce que je vous disais, les déchets en fait, qui vont être produits et les matériaux de fabrication dont on a besoin pour fabriquer tous ces smartphones, tous ces ordinateurs. Voilà, donc tout ça, ça va mener en fait finalement à l'éco-conception numérique, qui est vraiment la manière d'intégrer dans la réduction des impacts environnementaux dès la phase de conception du service numérique, avec une vision globale qui est sur l'ensemble du cycle de vie, hein, parce qu'un cycle de vie numérique, voilà, il y a la conception, la réalisation, le déploiement, l'administration, l'utilisation par l'utilisateur qui va potentiellement utiliser plus ou moins de données, donc qui va potentiellement polluer plus ou moins, la maintenance et ensuite la fin de vie du device. Donc, voilà. Encore une fois, il y a tout de même une notion d'échelle. On se souvient de notre ministre qui nous demandait de ne pas envoyer des pièces jointes trop grosses pour éviter de polluer au lieu de réguler l'aviation, par exemple. Voilà, tout est à mettre en lumière en fonction des différentes échelles. Vous voyez qu'en fait, l'impact de l'utilisation du numérique, finalement, elle est assez limitée. Donc, c'est vraiment un cumul des efforts qui va nous permettre de changer les choses. Merci à Julien pour ce point. La meilleure façon d'être éco-responsable, en fait, c'est de rien consommer, de ne pas avoir d'enfants. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc voilà, tout est à nuancer, c'est des nuances de gris. Et donc, c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui tous ensemble. Je vais laisser la parole à Julien, justement, pour parler de quoi parle-t-on quand on parle d'éco-conception de site web. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Donc, sur la slide d'après, on va parler des principes de base, effectivement, puisque, en fait, au niveau de l'éco-conception, il y a énormément de bullshit qui se dit. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire du greenwashing avec ce sujet-là. Et donc, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'en fait, il n'y a pas plus tard que pendant le confinement, justement, on s'est dit, voilà, c'est hyper important tout ça. Bien entendu, on a eu un émerveillement sur ce sujet, nous aussi, à notre niveau, en disant, allez, on va mettre en place plein de choses pour que nos sites soient beaucoup plus éco-responsables. C'est important. Et en fait, on s'est rendu compte que, il y avait beaucoup de clients, ou nous-mêmes, des fois, il y avait pas mal de personnes qui se mentaient un petit peu sur ce sujet-là.
Parce que typiquement, au niveau des principes qu'on a d'un site éco-conçu, un site éco-conçu, c'est un site qui va être rapide, mais c'est un site aussi qui va moins consommer. Donc, moins consommer, ça veut dire utiliser moins les données de vos ordinateurs, être beaucoup plus léger. Donc, c'est un site aussi qui va être accessible à un petit peu tout le monde. Donc, le numéro 3, là, qui va être inclusif, qui va inclure tout le monde, penser aux différents handicaps et tout ça. En 4, un site qui va être aussi ergonomique, bien pensé, parce que quand une personne sur un site, elle va mettre beaucoup de temps à trouver l'information, elle va passer plus de temps sur le site, donc ça va consommer plus de ressources. On a aussi un site qui va être mobile, parce que imaginez après, depuis votre mobile, vous mettez 150 ans à trouver l'information et tout ça, vous consommez aussi plus de ressources dessus. Donc, au final, en 6, un site qui va être simple, et en 7, un site qui va être optimisé pour le référencement naturel, donc qui va être optimisé pour le SEO. Tout ça pris en compte, on se rend compte que c'est juste de faire les choses intelligemment, en fait, qui va être privilégié quand on veut éco-concevoir un site. Mais le meilleur site éco-conçu, ça va être des sites très simples, comme vous connaissez sûrement Wikipédia, un des sites les plus consultés au monde. Wikipédia, c'est une page blanche avec du texte noir, et c'est tout. Et donc, c'est ça un site éco-conçu. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de greenwashing sur le sujet, nous, par exemple, on fait des sites Internet et on se rend compte que nos clients viennent nous voir en disant moi, je veux un site éco-conçu qui soit nickel chrome irréprochable. On leur dit OK, on va vous faire un site blanc avec du texte noir. Et là, ils disent ah ouais, mais non, parce qu'en fait, on voudrait qu'il y ait une belle image de marque, on veut qu'il y ait des animations, on veut qu'il y ait des vidéos, on veut qu'il y ait des photos, on veut qu'il y ait ci, on veut qu'il y ait ça. Donc, en fait, on est plus sur un souci de faire les choses bien plutôt que de faire un truc parfait, parce que sur ce sujet-là, faire un truc parfait, ça serait de faire un site comme Wikipédia. Et bizarrement, aucun de nos clients, et parmi tous ceux qui sont présents ici, ne veut un site comme Wikipédia parce que vous trouvez ce site moche. Et vous avez bien raison, mais en tout cas, ça, c'est un site qui est éco-conçu. Donc, si on passe à la slide d'après, pour parler rapidement aussi d'accessibilité. Deuxième bullshit ou truc au niveau RSE dont beaucoup de gens parlent, un site qui est bien pensé pour l'accessibilité, donc notamment qui est sur une règle, une norme qui s'appelle qui s'appelle RGAA, donc c'est une réglementation sur l'accessibilité ou autre. C'est une norme en fait qui est très difficile à obtenir aussi ou à respecter. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une typographie qui soit plus grosse, qu'on puisse s'adapter à chaque handicap, une optimisation de la version mobile, éviter des éléments perturbateurs. Donc ça veut dire pareil, un site comme Wikipédia, une seule page blanche avec du texte noir, suffisamment gros. Donc ça veut dire des sites pas très jolis au final. Un fort contraste des couleurs, beaucoup plus d'informations. Donc ça, il y a des règles qui sont édictées, les règles notamment W3C et aussi la réglementation RGAA. Si vous voulez respecter à fond ce truc-là, votre site, en général, il va être beaucoup moins joli que ce que vous aviez en tête et surtout, il va prendre parfois 50% de temps supplémentaire à être développé. C'est pour ça qu'en général, ça va être dans les appels d'offres publics ou les collectivités qui vont s'amuser à aller faire ça. Quand on parle de TPE, PME, d'entreprises qui ont aussi des enjeux commerciaux, c'est souvent compliqué à faire, mais le but du jeu, c'est d'aller un maximum vers ça parce qu'il existe des solutions pour y aller. Donc, si on passe à la slide d'après, on va voir justement comment optimiser techniquement son site. Et en fait, on est plus sur un souci, on en parlait quand on préparait ce webinaire, un souci on va dire, d'éducation ou de formation des personnes qui vont utiliser le site Internet. Parce qu'au final, on a des enjeux de charte graphique, de notoriété, d'image de marque, et donc on veut mettre plein de choses sur son site web. Et souvent, le site, quand il est développé, il peut être bien pensé, mais derrière, ça va être l'utilisation du site qui va parfois consommer un petit peu plus. Donc, si on descend juste en dessous, j'ai pris le cas le plus classique, parce que 60% des sites au niveau mondial sont faits avec WordPress, donc je me suis basé sur un site WordPress. Donc, en ayant un site sur deux est fait avec WordPress. Sur un site WordPress, les bonnes pratiques, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des systèmes de cache ou des éléments qui vont réduire la taille de votre contenu. Parce qu'en général, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre des images super grosses. Si vous prenez une photo depuis votre téléphone, elle peut faire 2-3 mégaoctets, donc c'est très lourd. Si vous avez fait ça avec un réflexe, ça peut faire 10 mégaoctets, c'est extrêmement lourd. En utilisant ces petits plugins, donc si vous avez un site WordPress aujourd'hui, il suffit d'acheter le plugin WP Rocket, d'utiliser un outil comme ShortPixel ou Imagify, et ça vous permet de réduire tous vos éléments, d'utiliser un système de cache. Donc, ça veut dire que la première personne, pour résumer très rapidement, mais la première personne qui se connecte le matin sur votre site, on va dire, elle va charger tout le contenu du site pour les autres. Ce qui fait qu'après, les autres personnes qui viendront derrière, elles auront en fait un miroir, une copie un peu de ce qu'a vu la première personne, mais on ne va pas réappeler tous les éléments directement sur le serveur. En tout cas, on aura une version très, très allégée. Et donc ça, c'est une bonne pratique, c'est ce qu'on appelle le cache. ShortPixel, c'est un outil qui va permettre d'optimiser la taille de vos images. Quand vous allez mettre une image qui fait, par exemple, 2 mégaoctets, potentiellement, on va réduire de moitié ou encore plus le poids de vos images.
Et du coup, la bonne pratique à conserver quand on a son site, c'est de mettre en place ces outils, certes, mais c'est de mettre tout de suite le bon fichier. Une vidéo qui n'est pas trop lourde, la moins lourde possible, donc une vidéo qui fait pas 14 millions de gigaoctets. Donc, on réduit ses contenus, on réduit aussi ses images. Une image, en général, elle doit faire, là je l'ai mis en bas à droite, 200 kilooctets maximum. Donc, ça veut dire que dès que vous prenez la photo, il faut optimiser la photo avant de la télécharger sur votre site web. Si on passe sur la slide d'après, côté serveur aussi, il y a d'autres choses à mettre en place. Donc là, ça commence à devenir un peu plus technique, mais typiquement, et donc Pierre vous en parlera très très bien après, il va falloir trouver un hébergement éco-responsable. Il va falloir mettre en place du cache serveur, il va falloir mettre en place de la gestion de vidéos ou de chargement d'images aussi optimisé, mais ça, on en reparlera juste après. Si on veut, donc la slide suivante, parler du design, eh ben, il y a des compromis à faire sur le design. Notamment, il faut privilégier un fond qui soit plutôt uni, si possible, une couleur. Par exemple, un fond sombre. Alors apparemment, un fond sombre noir consommerait un tout petit peu moins avec l'utilisation des pixels ou autre. Mais à retenir, c'est d'éviter d'avoir des énormes images dans le fond de votre site et privilégier soit du noir, soit du blanc, soit une couleur voilà, qui passe bien au niveau de votre charte, mais de ne pas surcharger avec plein de textures ou d'images sur le fond de votre site. De privilégier forcément des éléments 2D plutôt que 3D, parce que la 3D va être extrêmement consommatrice en termes de ressources. De privilégier des images aux vidéos aussi, donc sur le petit point 3, parce qu'une vidéo va être très lourde. Et en tout cas, si vous mettez de la vidéo, de bien la mettre sur YouTube ou sur Vimeo, par exemple, mais d'éviter de la télécharger sur votre site. Sinon, à chaque fois que quelqu'un vient sur votre site, il va devoir télécharger les je ne sais pas combien de gigas, alors que quand c'est sur YouTube, au moins, le temps de chargement est optimisé. En termes d'habillage, de privilégier aussi les illustrations ou le texte aux photos et, si possible, d'utiliser le format WebP, qui est un format qui est moins consommateur, ou du SVG, mais d'éviter de mettre des fichiers MP4 ou des JPEG super longs. Donc, comme vous le voyez, il n'y a rien de sorcier, en fait. On est vraiment sur des bonnes pratiques et de privilégier les éléments qui sont rapides, légers, plutôt que de mettre des fichiers très lourds. Sur la slide d'après, peut-on allier minimalisme, éco et beau? Eh ben, c'est là où je pense qu'il y a un compromis à faire. Vous voulez quelque chose de super éco-responsable, très bien éco-conçu, tout ça. En général, on ne va pas se mentir, le site va être largement moins sympa qu'un site avec des animations, des belles couleurs, des belles images, des belles illustrations. Parce qu'on va être sur quelque chose de très simple. On va avoir des blocs de texte, un fond plutôt uni. Souvent, les gens y mettent du vert, bizarrement, pour faire éco-responsable. Et on va être sur un site très simple. Ça marche bien, par exemple, pour des médias. On va juste avoir des articles de blog, des choses comme ça. Mais sur un site où on veut faire une image de marque et avoir un effet waouh, non, là, ça ne marche pas trop. Donc, allier éco et beau, je pense qu'il y a des compromis à trouver. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir. Un exemple aujourd'hui de site qui est éco-conçu et qui est bien fait, par exemple? Non, du total éco-conçu. Alors, à l'époque, je montrais le site des JO de Paris 2024. Donc, si on va sur le site des JO de Paris 2024, à l'époque, il était bien conçu. Je n'ai pas suivi là parce que forcément, il évolue très régulièrement vu qu'il rajoute des actualités, mais il avait été pensé pour. Et au final, on était sur des polices énormes. On était sur des images qui étaient un peu pixelisées. Et ils avaient fait exprès de prendre ce parti-là, mais le site n'était pas très joli, mais du coup, il y avait un parti pris. Donc, soit vous le faites en mode parti pris avec des images un peu pixelisées, mais vous assumez tout ça avec du texte un peu bien costaud pour l'accessibilité. Et puis, c'était un fond noir. Typiquement, on était sur un fond noir, du gros texte, des images pixelisées. Donc, honnêtement, c'était sympa parce qu'on disait, en plus, le site des JO 2024. Mais vous mettez ça sur un site d'une entreprise de service et tout, les gens ils vont juste se dire, c'est quoi ce beans, quoi, un petit peu. Mais donc, du beau, donc en général, non, on est sur des sites de médias qui vont être un petit peu simples. Mais en fait, il va falloir prendre un parti pris graphique. Mais sinon, dès qu'on commence à mettre après des animations, des choses comme ça devient un petit peu compliqué, quoi. Donc, très beau et très écolo. Malheureusement, j'ai pas trop d'exemples. Mais si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je suis preneur. Si on passe à la slide d'après, en tout cas, ce qu'il faut éviter, et notamment quand on est sur du WordPress, c'est d'utiliser des éléments prêts à l'emploi comme Divi, Avada, Elementor, WP BigQuery. Ça, ce sont ce qu'on appelle des plugins ou des thèmes qui vont être des templates. Et en général, eux, ils vont mettre beaucoup de code de base. Et après, vous allez faire vos petites customisations. C'est un peu comme Excel. Je ne sais pas si vous le savez, mais en général, Excel, on utilise 1% du potentiel d'Excel. Pourtant, quand on ouvre Excel, on charge l'intégralité. C'est-à-dire qu'on utilise, tout est chargé, on peut tout utiliser, mais en fait, on va se contenter de faire des petites additions, donc c'est 1%. C'est un peu pareil avec les templates. Soit en gros, on fait un développement sur mesure, c'est-à-dire qu'on va tout coder,
mais du coup, ça prend du temps. Soit on utilise des choses prêtes à l'emploi comme ça, mais du coup, on va charger énormément d'éléments et on va utiliser que 1 jusqu'à 10% des possibilités qui nous sont offertes par ces outils prêts à l'emploi sur WordPress pour créer votre site Internet. Mais donc, c'est directement là, on est tout de suite sur une mauvaise pratique en utilisant tout ça parce qu'on va charger beaucoup de contenu. Bien entendu, on peut tout optimiser, donc ça va prendre du temps après coup, mais on peut tout optimiser avec du cache et ces éléments-là. Et si on passe sur la dernière slide pour ma partie, eh bien, vous avez justement, si vous voyez un site qui est sympa, vous dites, ah tiens, celui-là, il a l'air d'être éco-conçu et tout ça, et donc j'aimerais m'en inspirer, eh bien, vous avez 3 sites qui vous permettent de tester directement tout ça. Donc, ecoindex.fr, il est pas mal, il n'est pas très joli, il est un peu vieillot, mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire vos chargements, il y a plein de conseils qui sont donnés. Honnêtement, c'est un petit peu technique, mais vous avez plein de conseils. Ça va vous donner une note d'optimisation de votre site d'un point de vue éco-responsabilité. Le deuxième que je préfère, il est vraiment pas mal parce que lui, il est très didactique, pédagogique, en plus, il est sympa, il est joli, c'est Website Carbon Calculator. Alors, Website Carbon Calculator, une fois que vous avez mis votre site dedans, donc je vous invite à tester votre site Internet, vous mettez dedans, ça vous donne un pourcentage en disant vous êtes mieux que 90% des sites au niveau mondial, ou vous êtes moins bien, là c'est rouge, que 90% des sites au niveau mondial. Et surtout, il vous donne une petite info qui est le nombre d'arbres potentiellement qu'il faudrait planter pour compenser l'empreinte carbone de votre site Internet. Donc, si ça vous dit qu'il faut planter un arbre, en général, c'est pas mal. Si vous disent qu'il faut planter une forêt, c'est que votre site il commence à être un petit peu gros. Et ensuite, il y en a un autre, Green Spector, que j'utilise peu parce qu'à chaque fois, il faut attendre 30 minutes pour avoir le résultat. Mais voilà, si vous voulez vous faire une bonne idée de à quel point votre site actuel est éco-conçu, en tout cas, quand vous allez sur un site que vous trouvez sympa, vous dites « Ah, j'aimerais un peu un truc comme ça », vous mettez ça et ça vous donne l'éco-responsabilité de votre site Internet. Pour information, dans le référentiel du label Positive Workplace, vous avez justement, on vous demande de calculer l'empreinte carbone de votre page la plus consultée. Et on utilise aujourd'hui Website Carbon Calculator. Donc, on est aligné là-dessus. Alors, j'ai vu que dans les questions ou les propositions, on parlait aussi de l'extension Green IT de Chrome aussi, qui peut tout à fait être intéressante. Effectivement, après, il pousse de plus en plus d'initiatives. Je peux aussi parler d'un outil qu'on utilise régulièrement, plutôt que d'utiliser les WeTransfer, quand vous avez des documents à transférer, utilisez de préférence c'est Filvert, F-I-L-I-V-E-R-T, qui en plus est extrêmement pédagogique et vous dit l'empreinte carbone de votre transfert. Donc, je vous invite aussi, je vais le mettre dans le chat. Voilà. C'est ça, plein de bonnes petites pratiques. Après, il existe plein d'outils, mais je pense qu'on va passer à Olivier. Oui. Tout à fait. Alors, attends, juste, j'avais peut-être une ou deux questions entre deux qui sont tombées. C'était, est-ce qu'on a, alors c'est plus technique, est-ce qu'on a des ACV comparatives entre un site ou une app business as usual et un site app éco-conçu? Est-ce qu'on a une idée des volumes ou des choses comme ça, mais acceptable commercialement en termes de bilan carbone? Je vais réfléchir à la question et puis je fais une réponse. Là tout de suite, je vais réfléchir à tout ça. Ouais, après, du coup, après, je regarde s'il y a d'autres questions aussi. S'il est cassé, OK. On va laisser la main du coup à Exomind sur les parties plus applicatives, justement, et je vais reprendre les questions au fur et à mesure. Du coup, c'est parti. Olivier, on te laisse présenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler un peu plus de la partie application mobile. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enjeux sont les mêmes que pour la partie site web. C'est-à-dire qu'on va avoir en grande majorité, on va avoir les mêmes problématiques. Ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est d'avoir un éclairage un peu plus spécifique au mobile, mais on va revenir sur quelques notions qui sont communes aux applications web et au data center rapidement. Et puis, je vais vous donner à la fin un cas pratique qu'on a pu mettre en place chez Exomind. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, aujourd'hui, il y a 3 acteurs majeurs qui peuvent agir sur l'éco-conception dans les applications mobiles. On en a déjà parlé, la partie constructeur de téléphone joue un rôle prépondérant. On l'a vu, c'est la majorité les déchets représentent une majorité dans tout ce qui est consommation et on va dire conception
des appareils. Donc, en fait, le constructeur, il va agir sur les écrans, le processeur, les puces réseau, la batterie, etc. Et donc, tous ces éléments-là du téléphone vont impacter forcément l'empreinte carbone. Donc, il faut sensibiliser les constructeurs à essayer d'utiliser de produire ces éléments-là de la façon la plus respectueuse possible pour l'environnement. Donc ça, c'est un élément très important. Il y a bien sûr le développeur qui va développer les applications sur ces téléphones-là. Donc le développeur, il a un rôle aussi important sur la conception de son application, quel langage il va utiliser, quel code, quelle structure de code il va utiliser, le poids de l'application. Plus on va faire des applications lourdes, plus elles vont prendre du temps à télécharger et utiliser du réseau et de la place sur le téléphone, et les fréquences de mise à jour. Plus on va faire de mise à jour de l'application, sur mobile, c'est des mises à jour qui sont quasi mensuelles sur les applications les plus utilisées, voire même hebdomadaires pour par exemple des applications comme Facebook ou Instagram. Donc, plus on va faire de mise à jour, plus l'utilisateur va devoir mettre à jour et donc retélécharger l'application. Et donc, ça fait énormément de consommation de données. Et puis, le troisième acteur, c'est l'utilisateur. Donc, nous, qui utilisons tous les jours nos applications et notre téléphone, il y a trois façons de faire en sorte de moins consommer, on va dire, et d'être plus responsable. C'est premièrement le taux de renouvellement de vos téléphones. Essayez de renouveler le moins possible vos téléphones, ça on en a déjà parlé, mais ça joue énormément. Donc, ensuite, il y a le mode de consommation des applications. Essayez de ne pas relancer, enfin, c'est une façon d'utiliser son téléphone, hein, encore une fois, mais relancer régulièrement ses applications, recharger son fil Twitter, son fil Instagram, etc. Donc ça, ce mode de consommation, c'est très important. Ça impacte énormément l'utilisation de la donnée. Et puis, le fait de toujours vouloir plus. Et ça, on va le voir dans une deuxième slide ensuite. C'est que le fait, les utilisateurs, on est tous pareils. On veut toujours le maximum de fonctionnalités. On veut que son application fonctionne de façon optimale, la plus performante possible, avec toujours plus de possibilités. Et ça, ça entraîne toujours une augmentation tout simplement du nombre de la taille de l'application et de la consommation des applications. Olivier, je me permets juste de faire une interlude sur un sujet une notion qui est assez importante. On parle notamment d'effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas avoir une app, par exemple, qui va consommer beaucoup moins, donc ton téléphone va avoir plus de disponibilité, mémoire, etc. Donc, tu vas avoir tendance en télécharger plusieurs. Donc, vraiment, l'idée dans l'éco-conception et surtout dans l'utilisation écologique de nos appareils, c'est de ne pas essayer d'en consommer toujours plus. C'est la même chose quand on est dans une maison. Si on a un frigo qui est A++, entre guillemets, on va se dire, tant mieux, du coup, je peux acheter une cape à vin, puisque j'ai moins de consommation électrique dans mon appartement. Donc, oui, c'est ça, c'est qu'on essaie de compenser, le fait de se dire, de ce point de vue-là, je suis assez responsable, donc je vais pouvoir, j'ai du crédit, je peux le dépenser pour faire d'autres choses. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Le problème, c'est que les attentes sont différentes en fonction des acteurs. C'est-à-dire que l'utilisateur, nous, on va vouloir des applications et un téléphone qui est performant, qui est rapide, qui affiche un taux de rafraîchissement, etc., des super couleurs, etc., et un téléphone qui dure dans le temps. Avec qui peut durer une super batterie qui peut durer de 2 jours, 3 jours. Ça, c'est toujours ce que recherchent les utilisateurs finaux. Les éditeurs d'applications, eux, ils vont vouloir que leur application ait une forte rétention, donc que les utilisateurs restent sur l'application le plus longtemps possible et le plus de temps possible. Donc, ils vont tout faire pour retenir l'utilisateur dans leur application. Donc, ils vont mettre en place des mécaniques pour essayer de le maintenir le plus longtemps possible. Et ils veulent aussi une application qui est très performante. Ils cherchent toujours ce niveau très exigeant sur le niveau de performance. Et les constructeurs de smartphones, eux, ce qu'ils veulent, c'est aussi avoir des smartphones qui ont un ratio coût-performance le plus élevé possible.
Donc, ils vont essayer soit d'utiliser… Alors, il y a deux possibilités pour le constructeur. Soit ils vont faire des téléphones très bas coût, mais qui durent très peu dans le temps, et donc qui utilisent des matériaux, des moyens de fabrication qui ne sont pas forcément très éco-responsables. Ou alors, ils vont maximiser le coût et maximiser je parle bien sûr d'Apple, et maximiser la qualité des matériaux, et donc utiliser des matériaux de plus en plus chers et pas forcément facile à trouver. Donc, ça va être une recherche du compromis entre est-ce qu'on veut quelque chose de performant avec plein de possibilités, ou une certaine sobriété énergétique, et donc se restreindre et juste utiliser ce dont on a besoin. Et c'est là où on va arriver sur un concept qui est très intéressant, c'est le concept de conception. Alors, Thomas en a déjà parlé dans la partie web, mais c'est très important parce que, en fait, tout vient de la conception des appareils. Et là, on va parler des applications. Il y a 3 questions qui sont importantes. C'est est-ce que la fonctionnalité qu'on va développer, elle est intéressante, elle est utile pour l'utilisateur? Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Est-ce que, si c'est une application métier, est-ce que cette fonctionnalité, elle est nécessaire pour l'entreprise? Est-ce qu'elle va être utilisée ou pas? Et est-ce qu'on en a encore une fois vraiment besoin? Donc ça, c'est les 2 cas. Est-ce que c'est pour les applications B2C ou B2B? Et est-ce qu'il y a une manière de répondre aux besoins de manière plus performante et moins coûteuse? Et donc, c'est une vraie question à se poser sur comment concevoir son application mobile pour qu'elle réponde à des besoins qui sont réels. Parce qu'on se rend compte que voilà, une grande majorité des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont en fait jamais utilisées. Donc, c'est à peu près 70%. Et voilà, 45% ne sont rarement utilisés, et il y en a 70% qui ne sont pas essentiels. Donc, rendez-vous compte, dans l'application que vous utilisez tous les jours, il y a plein de fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Et si on va plus loin, il y a les mises à jour aussi qui sont faites sur ces bases de fonctionnalités qui ne servent pas à grand-chose. Et après, qui sont régulières. Et qui sont régulières, et on parle notamment d'obésiciel, hein, c'est un terme qui a été, je pense, inventé par Bordage, justement, et qui explique qu'une des solutions qu'on pourrait imaginer dans l'avenir, c'est d'avoir 2 typologies, on va dire, de mise à jour, des typologies qui vont être d'ordre sécuritaire et d'autres d'ordre fonctionnel qui pourraient être optionnels, justement. Voilà, donc ça, c'est une des pistes de développement, mais on en a discuté encore hier, Olivier. Tu disais que ce n'était pas du tout la tendance du moment, quoi, en tout cas. Non, pas trop. Alors maintenant, on va passer sur le dernier slide sur les leviers pour concrètement, dans une application mobile, sur quoi on peut jouer pour faire en sorte que son application soit la plus éco-responsable. Donc, il y a l'architecture du code, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment est conçue l'architecture du code source, la façon dont on fait les appels API, donc c'est les appels au serveur pour récupérer les données, donc la structuration des appels et le nombre d'appels qu'on fait, la fréquence des appels, la syntaxe du code, ça rejoint l'architecture, c'est pareil, c'est comment est structuré le code. De la même façon, la structuration des dossiers, ça va dans le même sens que l'architecture. La gestion de la RAM et du cache dans une application, comment est-ce qu'elle est gérée? Est-ce qu'on peut améliorer cette gestion-là? Thomas a parlé du cache sur les applications web. C'est la même chose pour les applications mobiles. On a la même problématique. Le poids de l'application, qui est un peu plus spécifique au mobile, puisque il y a quelques années, on va en reparler dans le cas pratique, mais il y a quelques années, on ne pouvait pas télécharger d'applications qui faisaient plus de 100 mégaoctets si on n'était pas sur un réseau Wi-Fi. Et donc, il a fallu se poser la question de essayer de réduire le poids de l'application. Il y avait une autre problématique qui était que les téléphones n'avaient pas beaucoup de mémoire, et donc on était vite saturé, et donc ça jouait aussi sur… Ça arrangeait bien Apple qui nous obligeait à changer de téléphone, du coup. Ouais, parce que c'est 64, c'était 32 et c'est passé à 64. Mais… Donc ça, c'est un élément important, le poids de l'application. Toujours essayer de la réduire le plus possible pour minimiser la bande passante. Enfin, pas la bande passante, mais
nombre de données, le poids des données qui est téléchargé sur le téléphone. La gestion de la veille, alors ça, c'est plus d'un côté consommation et énergie du téléphone. C'est bien gérer la veille de l'application. Parce qu'il y a certaines applications qui empêchent la mise en veille, par exemple, de votre téléphone. Si on n'a pas mis une option pour mettre en veille au bout de X minutes l'application, elle peut rester allumée, elle peut empêcher la mise en veille du téléphone. L'optimisation pour qu'on garde un peu le timing, tu peux faire juste un focus sur le mode adaptatif et on passe. Le mode adaptatif, voilà, le mode sombre pour réduire la luminosité de l'appareil. Le mode adaptatif, c'est pour réduire le nombre d'images par seconde qui est affiché par votre téléphone. Donc, votre écran se rafraîchit de base 30 fois par seconde, maintenant 60, maintenant 120. Il y a des téléphones qui font 120 images par seconde. Donc, réussir à faire un mode adaptatif pour une certaine application qui n'aurait pas besoin d'avoir autant d'images par seconde, ça pourrait réduire la consommation. Puis, il y a la gestion des notifications également qui… vous avez, par exemple, Twitter vous envoie régulièrement 10, 15, 20 notifications par jour. Donc ça, il faut aussi réussir à réduire cette consommation de notifications. Et enfin, le dernier point, rapidement, sur une mise en pratique sur le dernier slide qu'on a mis en place chez Exomind, c'est sur l'application Total Energy. Vous pouvez trouver sur le du moment, tout le monde en parle. Voilà, on s'est dit que ce serait marrant. C'est un peu fait exprès. Voilà. Donc, on travaille sur cette application depuis maintenant plusieurs années. Vous pouvez la trouver sur les stores Apple et Google. Et le constat qu'on a eu il y a quelques années, je crois que c'était en 2017-2018, c'était qu'il s'était rendu compte que l'app ne pouvait être téléchargée qu'en Wi-Fi parce qu'elle faisait plus de 150 mégaoctets et donc elle ne pouvait pas s'adresser à tout le monde. Voilà. Donc l'objectif, ça a été de rendre accessible l'application à un plus grand nombre de personnes en diminuant la taille de l'application. Donc, ce qu'on a fait pour arriver à cet objectif, c'est qu'on a optimisé le code, on a enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire, on a compressé, comme l'a dit Thomas aussi sur les images, on a compressé les images, on a changé de format d'image pour avoir des images qui soient plus légères, telles du SVG ou du PDF compressé. Et on a supprimé tous les médias qui n'étaient pas utilisés, il y a plein d'images qui n'étaient pas utilisées, ou alors on a enlever ou limiter le nombre de SDK. Donc ça, c'est des outils qui sont intégrés dans l'application, qui prennent beaucoup de place et qui ne sont pas forcément utiles. Et on a mis en place un système de Smart Delivery qui permet ça c'est avec Apple, qui permet de ne livrer que ce dont l'utilisateur a besoin pour son téléphone à lui, pour son modèle de téléphone. Et qui permet du coup d'optimiser la taille de l'application. Et donc, grâce à ces actions, on a réussi à avoir un gain de poids de 66% quasiment. Aujourd'hui, l'application sur Android, elle fait 51 mégaoctets quand vous la téléchargez. Sur Apple, c'est un peu plus compliqué parce que les tailles ne sont pas les mêmes en fonction des téléphones. Et on a eu une hausse de téléchargement. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a eu un gain significatif des téléchargements grâce à cette réduction de poids. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les applications mobiles et les spécificités, en tout cas, des applications mobiles. Donc, maintenant, je vais vous laisser… Ce que je vous propose, c'est qu'on les garde plutôt sur la fin pour qu'on ait un vrai temps de questions-réponses si vous souhaitez. Ouais. On va passer la main, si vous voulez bien, à Pierre. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier, pour cette présentation et ce cas pratique apprécié sur la fin. Pierre, je te laisse… présenter ce que tu fais, parce que c'est passionnant, et la manière dont tu le fais aussi. Voilà. Donc, on a une petite vidéo à un moment qu'on pourra partager. Tu me dis quand tu veux que je la lance, je reprendrai la main. Je fais l'intro et je te dis ça dans 30 secondes, il n'y a pas de souci. Merci de votre présence à tous aujourd'hui. Je suis honoré de pouvoir vous parler un petit peu de Data Campus. Data Campus, donc on fait de l'hébergement de serveurs et du data center. Alors, c'est la partie peut-être la moins visible d'Internet aujourd'hui et c'est pourtant le dénominateur commun à tout ce qu'on vient de voir qui est passionnant sur l'éco-conception. Mais une fois qu'on a fait son application, une fois qu'on a fait son site Internet ou qu'on utilise des sites Internet faits par d'autres, il faut savoir que quelque part dans le monde, il y a toujours un serveur qui va avec. Ces serveurs, ils ont besoin d'être mis dans des lieux spéciaux conçus pour ce besoin-là, qu'on appelle des data centers. Un data center, c'est un lieu où on a de l'énergie sécurisée, où on a du refroidissement pour refroidir les serveurs, parce qu'un serveur, ça chauffe énormément, et où on essaye d'avoir la meilleure densité au mètre carré possible. Des serveurs qui, évidemment, restent allumés 24 heures sur 24 pour être disponibles quand nos utilisateurs en ont besoin. C'est assez énergivore. Je crois que tu peux avancer sur le slide suivant. Voilà.
Je reprends un petit peu, alors Thomas en a parlé en intro, Internet d'après l'ADEME, dans son rapport de 2021, Internet 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ça devrait doubler d'ici 2025. La moitié de ces émissions sont dues aux data centers et aux infra-réseaux. Alors le data center, je le disais, j'ai laissé une petite photo d'une de nos salles dans le slide. C'est avant tout une opération industrielle, c'est la partie cachée d'Internet, en fait, c'est celle que nos utilisateurs voient le moins. C'est un milieu fermé, discret, pour tout un tas de raisons et de sécurité. Il faut comprendre que le data center, donc les serveurs chauffent, et qu'une grosse partie, environ 30% de la consommation d'un data center, c'est lié à la climatisation qui permet de refroidir les serveurs. 30%, hein, quand même, c'est assez énorme. C'est vraiment de l'énergie qui n'est pas utilisée pour envoyer des pages web, pour répondre à vos requêtes ou pour passer vos commandes en ligne ou vos emails. C'est vraiment de l'énergie pour refroidir des serveurs qui chauffent déjà un petit peu trop. Il y a des consommations énergétiques conséquentes, hein. On parle dans notre milieu au minimum en mégawattheure et en mégawatts de puissance instantanée. Donc, on finit par faire de grandes puissances. Ce que je veux pointer ici, c'est que c'est avant tout une opération industrielle. En fait, ce qu'on fait, c'est pas le service informatique où on est dans nos bureaux un peu feutrés, moquettes et machines à café pas loin. Nous, c'est des électriciens, du génie mécanique, du gaz, de l'anti-incendie, du contrôle d'accès, des groupes électrogènes, des batteries, voilà, c'est ce genre de choses. Donc chez Data Campus, nous, on essaye de travailler sur cette partie refroidissement. Et c'est là que je crois que tu vas pouvoir envoyer la vidéo, si tu l'as. On utilise depuis plus d'1 an en production maintenant, voilà, un système qui fonctionne différemment pour le refroidissement de nos serveurs. On va fonctionner sur du refroidissement par immersion, c'est-à-dire que nous, au lieu de produire de la climatisation et de la Tu me dis souffler sur stop nos quand tu veux qu'on serveurs, fasse une pause sur oh, le break. pas de C'était souci, tout à c'est l'heure. 30 secondes, voilà, ça tourne en boucle. Nous, on a mis ce système-là en place chez Data Campus et pour l'instant, c'est un grand succès. On a choisi de plonger intégralement les serveurs dans du liquide de refroidissement. Alors, c'est un peu original, hein, dit comme ça. On n'avait pas vraiment l'habitude de travailler Donc, avec tu du mets liquide. du matériel informatique dans du liquide. C'est exactement ça. Et jusqu'ici, tout va bien. On prend les serveurs qui sont à 99% similaires à ce qu'on savait faire jusqu'ici et on les plonge et on les laisse en permanence immergés, intégralement immergés dans du liquide de refroidissement. Ce qui veut dire que les 30% d'énergie qu'on consommait jusqu'à présent pour la climatisation sont réduits au strict minimum. On consomme littéralement que quelques watts pour arriver à dissiper la chaleur thermique. Alors, il y a plein d'applications techniques, physiques derrière. Le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire un exposé sur comment fonctionne la techno, mais plutôt ce qu'on cherche à atteindre avec ça. Les passionnés, n'hésitez pas à m'interpeller après la visio. Mais en gros, voilà, on fonctionne avec une température beaucoup plus élevée. On n'a plus du tout besoin de système de climatisation. Ça veut dire beaucoup de machinerie en moins, beaucoup Mais du coup, tu n'as d'énergie plus en de moins. problème d'électricité, toi. Avec l'augmentation du prix de l'électricité, tu vas être le seul compétitif du marché, du coup. On va essayer de le rester, mais bon, les augmentations sont quand même très conséquentes. L'idée étant, du coup, comme les serveurs sont immergés, on n'a plus non plus besoin de système anti-incendie, on n'a plus besoin de prévoir la sécurisation du fonctionnement en climatisation. En fait, il y a juste un petit système de pompe pour évacuer les quelques calories qui restent, mais qui consomment presque rien. Et si ces pompes s'arrêtent, on a plusieurs heures pour les remettre en service. Là où, par exemple, dans les salles climatisées, quand la clim s'arrête, on prend 1 degré par minute dans la salle, ce qui nous laisse environ 10 minutes pour réagir et trouver la solution au problème. Là, on parle de plusieurs heures. Donc, on a un cycle différent. En fait, ça nous permet aujourd'hui d'installer des serveurs dans des lieux qui n'étaient pas forcément prévus pour ça au départ. On a juste besoin finalement d'électricité sécurisée et de fibre optique. Voilà, c'était tout pour la vidéo, mais je crois qu'il faut le visualiser un petit peu. C'est vraiment quelque chose d'assez original. Hop, je ne sais pas si on peut revenir sur les slides. Le liquide, justement, tu l'as abordé un Ouais. peu rapidement, mais c'est quoi? C'est de l'eau? Moi, je fais Alors, exprès de dire que c'est de c'est l'eau. pas tout à fait de l'eau. On a essayé avec de l'eau et en fait, ça marchait pas bien. On avait un taux de panne assez important. Non, on s'est rabattu. On a un partenaire en Espagne, à Barcelone, la société Submer, qui a développé ces 2 dernières années un liquide qui a 3 propriétés qui nous intéressent. On l'appelle le Smart Coolant. Le liquide, il est 100% non conducteur. Il est diélectrique, ce qui nous arrange bien pour y mettre des équipements électroniques. Il est très caloporteur, c'est-à-dire qu'il a été travaillé en laboratoire et vraiment pensé, optimisé pour pouvoir absorber et transporter le plus grand nombre de calories possible. On parle d'un pouvoir caloporteur 30 fois supérieur à l'air, hein, quand même, donc c'est un bon support pour traiter cette chaleur et traiter les calories qui sont dégagées par les serveurs. Et troisième point, il est 100% biodégradable en 48 heures. Pas qu'on en rejette, nous ça tourne en environnement fermé, mais voilà, si on en faisait tomber un petit peu par terre, c'est pas la peine d'appeler tout de suite la préfecture et de sortir les pelleteuses et tout ce qui va avec. Donc voilà. Concrètement, hein, en bullet
points, ce que cette technologie nous apporte, nous, dans le data center, c'est une consommation électrique en baisse de 30%, une empreinte au sol réduite de 50, ce qui est vraiment pas neutre. On est capable, par exemple, de mettre jusqu'à 60 kW au mètre carré, là où avant, en climatisation, quand on mettait 15 kW, c'était déjà énorme et on appelait ça de la haute densité. Là, on passe à 60 kW au mètre carré, x4. Une infrastructure simplifiée, j'en ai parlé. Un PUE, alors le PUE, c'est une notion dans les data centers, c'est le Power Usage Efficiency, c'est un indicateur de la performance énergétique d'un data center. Je passe rapidement dessus parce que le chiffre, voilà, mais nous, on a un chiffre en fait qui est extrêmement bon. Avec notre climatisation, on tourne à 1,3, 1,4. Là, on se rapproche on est très très proche des 1. En réalité, depuis la mise en service, on est à 1,003. Un coût de possession totale sur 10 ans qui est super intéressant aussi, du fait qu'on augmente la densité, qu'on peut se permettre d'utiliser des serveurs plus puissants, c'est moins d'équipements réseau derrière, moins d'interconnexions, moins de nodes, moins d'espace occupé, et encore une fois, plus de climatisation, plus de système anti-incendie non plus, puisque les serveurs n'étant pas exposés à l'air, ils ne risquent pas de prendre feu. Enfin voilà, on économise en fait sur toutes Tout les, ça. Pourquoi les Amazon, Microsoft, etc., ils font pas tout ça? alors, il y a des annonces en ce moment qui sont faites. OVH développe sa propre technologie. Moi, j'ai été contacté par des fabricants de liquides aussi. Il y a Total, il y a Shell qui travaillent dessus, qui cherchent des entreprises pour tester leurs liquides. Microsoft a fait des annonces comme quoi ils allaient essayer d'utiliser cette technologie dans leur data center. Donc, ça se met en place progressivement. Nous, Data Campus, j'ai de la chance, je suis chez moi, on est des indépendants et on peut se permettre de faire des switches technologiques comme ça un petit peu avant tout le monde, puisqu'on n'a pas beaucoup de comptes à rendre à de nombreux actionnaires et investisseurs. Il faut bien comprendre que le milieu de l'hébergement, notamment ceux qu'on appelle les hyperscalers, les grandes plateformes dont vous connaissez le nom, c'est une logique avant tout économique. Et pour les fréquenter dans beaucoup de clubs de data center et de think tank, je sais très bien qu'on n'a pas tous la même conscience vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de l'impact de notre industrie. Donc voilà, je suis assez prudent, ça va y venir. Alors moi, un truc dont j'aime bien parler aussi, c'est qu'avant même de s'intéresser aux optimisations et à tout ce que nous on fait techniquement dans nos data centers pour aider nos clients à baisser la consommation d'énergie des serveurs, il faut quand même s'intéresser un petit peu à la production d'énergie mondiale. Vous l'avez compris, l'électricité dans un data center, c'est notre matière première. On en tire beaucoup et de manière continue. Et en fait, en regardant un petit peu, moi j'aime beaucoup une donnée, une appli qui s'appelle Electricity Maps. Il y a le lien sur le slide pour ceux qui veulent aller voir, c'est super intéressant. En fait, ça place sur une carte en temps réel toutes les données de production et de consommation d'énergie dans le monde. En France, par exemple, c'est RTE qui fournit ça en open data, tout le monde peut y accéder. Ça permet juste de bien visualiser l'état actuel. Ce screenshot, il est tout frais, il a moins de 24 heures. Hein. On est sur quelque chose d'actuel. Là où je veux en venir, c'est que le même serveur avec la même configuration technique, la même consommation d'énergie, suivant là où il est branché dans le monde, il peut avoir un impact qui est jusqu'à 8 fois plus important en fonction de sa source d'alimentation énergétique. Par exemple, en France, on a une intensité carbone moyenne de 109 grammes, 100 grammes allez, de CO2 par kilowattheure. Les États-Unis, ça monte à 8 fois plus par moment. On peut aller chercher moins loin aussi, on peut regarder en Allemagne, on peut regarder en Pologne. Le mix énergétique en fait qui est produit là-bas est absolument sur d'autres technologies que nous. En France, on a un atout, c'est le nucléaire, qui a plein d'autres enjeux techniques, sécuritaires, il n'y a aucun doute, mais en tout cas, le CO2 n'en est pas un, puisque jusqu'à preuve du contraire, la fission d'un atome, ça n'émet pas de CO2. Donc pour ça, on a un vrai atout. Et moi, j'invite vraiment les gens à réfléchir et à se poser la question de où sont mes données, où sont mes services, où sont les data centers que j'utilise au quotidien pour mon activité. Vraiment, le remplacement dans le monde, vous voyez, rien qu'entre le Canada et les États-Unis, c'est le jour et la nuit, et ça a vraiment un impact carbone jusqu'à x10. Quoi. Question, peut-être on peut garder la phase de questions-réponses après. Ouais. Tu veux terminer là-dessus? Juste, oui, on disait, voilà, nous, on a des clients qui nous font confiance, j'en mets quelques-uns ici, mais ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est avant tout un bon hébergeur. Je crois qu'on est un bon hébergeur, qu'on aime bien notre métier, qu'on aime bien faire des serveurs qui fonctionnent. Mais ils viennent aussi chercher des solutions concrètes et immédiates qui réduisent tout de suite l'impact environnemental de leur présence en ligne, de leurs données. Vous voyez quelques sites Internet que vous fréquentez peut-être de temps en temps. Ces sites Internet-là, concrètement, dès aujourd'hui, consomment 30% d'énergie en moins que ce qu'ils faisaient il y a 2 ans.
Et ça, ils le mettent dans leur bilan RSE, ils l'évaluent, ils le suivent. C'est pour ça qu'en 2023, on est en train de travailler ça dans le labo. J'ai mis un petit graphique qui image ça, mais vraiment pour vous donner le niveau de précision, puisque là, on est sur 1 heure de données à peine. On est en train de développer, nous, notre propre système pour suivre très précisément les consommations de chaque service de nos clients dans notre plateforme. Comme on a la chance de maîtriser notre plateforme dans leur intégralité, on est capable de mesurer en fait les consommations électriques depuis le poste de transformation jusqu'à la livraison du service et à l'octet qui est envoyé au client. Donc voilà, on est en train de travailler, il y a un bel enthousiasme de nos clients et de nos partenaires là-dessus. On va pouvoir bientôt faire du reporting très précis en watts et donc en équivalent carbone de ce qu'on fait, chez Data Campus. Tu vois, j'ai pris Tétu qui était un de tes clients. J'ai Ouais. fait le test en ligne sur Website Carbone. Vous voyez qu'il est vert, hein, clairement. Ouais. Et Et juste, ouais. vas-y. Non, juste pour faire un lien quand même avec ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la notion de référentiel RSE et de progression sur ces sujets. Je voulais juste vous proposer rapidement, en 1 minute, vous présenter les quelques questions qu'on a sur le sujet aujourd'hui sur notre référentiel qui est gratuit et accessible à tout le monde en ligne. Hein, donc, n'hésitez pas à aller le challenger. On parlait de Wikipédia tout à l'heure. On aime bien dire aussi que le référentiel Positive Workplace est le Wikipédia, entre guillemets, de la RSE, puisqu'à la fin de chaque partie, vous pouvez suggérer des propositions d'amélioration sur chaque question. Donc là, vous voyez sur l'empreinte numérique, environnementale du numérique, vous avez des questions qui concernent notamment les équipements informatiques, qui vont parler ensuite de l'hébergement et tout ce qui va être d'impact environnemental du numérique. Et effectivement, on vous demande de calculer sur le site que je viens de vous présenter l'empreinte carbone de votre site. Donc, ce sont des sujets qui sont évidemment très pris au sérieux dans notre référentiel. Peut-être qu'on peut passer à la phase de questions-réponses. Je ne sais pas si Thomas, on a fait le tour, je pense, sur l'ensemble des sujets. On devait rappeler effectivement les prochains ateliers, mais on vous les remettra juste à la fin. Il y avait quand même pas mal de questions. Je vais arrêter l'enregistrement pour aussi être plus responsable, parce que ce qu'on voulait, c'était laisser le moins de données possibles inutiles, on va dire. Donc, j'arrête l'enregistrement. Hop.